Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je suis Stéphane Frontini, chargé de communication à BGE Réseau. On va passer une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble pour parler de stratégie commerciale avec Pierre. Donc, bienvenue pour ce premier webinaire de l'année proposé par BGE. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère que ça sera l'année qui verra votre création d'entreprise naître et aussi son décollage. En tout cas, on est là pour vous y aider avec BGE et ça commence par ce webinaire-là qu'on vous propose dès le début de l'année, histoire de garder intactes les bonnes résolutions et de vous guider aussi dans votre stratégie commerciale. Avant de commencer, quelques règles d'usage. Vous commencez à avoir l'habitude, je pense, avec tous les webinaires que vous avez dû faire depuis ces 2 dernières années. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir avec nous dans l'onglet chat, euh, à parler, à nous raconter un peu votre projet, si vous connaissez BGE ou non, voilà, vos problématiques. Donc n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un peu de retour. Et puis, n'hésitez pas aussi à à poser vos questions dans l'onglet chat, dans l'onglet questions, pardon. Euh, donc voilà, on va y répondre dans le cours de ce webinaire-là, sachant que ce webinaire est aussi conçu pour que pour que vous puissiez vous poser vos questions à l'entrepreneur, donc à Pierre, qui est passé par votre étape, par vos questionnements. Donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. C'est le moment ou jamais. Donc voilà, sachez aussi qu'il y aura un replay qui sera disponible sur nos sites internet, donc que ce soit talent.bge.so.fr ou bge.so.fr, et que le support sera évidemment aussi disponible avec tous les conseils de Pierre. Voilà, aujourd'hui Pierre c'est notre expert, c'est notre star, donc n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à télécharger le support qui vous sera remis à la fin sur un lien Calaméo. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé et je vais encore continuer à vous parler un petit peu. Juste vous présenter qui on est. Alors, je vais vous mettre le support. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez BGE ou pas et par quel biais vous êtes venu nous voir. Donc, BGE, pour faire court, c'est un réseau d'accompagnement à la création d'entreprise. Bon, on aide aussi au développement une fois l'entreprise créée. Pour faire court, donc aujourd'hui, on reçoit, enfin par an, on reçoit environ 100 000 personnes qui ont un projet d'entreprendre. La moitié, donc 50 000, vont entamer un processus d'accompagnement de formation. Donc, ça donne lieu à 15 000 créations d'entreprises par an. Et tout ça, on ne le ferait pas sans les 1200 conseillers du réseau qui donc sont dans 530 lieux d'accueil partout en France. Donc, il y a forcément une structure BGE à côté de chez vous. Donc, n'hésitez pas à prendre contact dans le cadre de votre création, dans le cadre du développement de votre entreprise avec les antennes BGE qui sont là pour ça. Voilà, grosso modo, un peu les chiffres. Un chiffre dont on est très fier aussi, c'est voilà, le public BGE est composé en majorité de femmes, et ça, on est assez fiers parce que c'est pas encore le cas dans les moyennes nationales. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour tout ça. Voilà, donc nous, ce qu'on propose, c'est un parcours un peu en 4 étapes, sachant que bon, c'est du sur-mesure en fonction de l'avancée de votre projet. Donc, affiner son idée. Donc là, on est au tout début pour savoir si le métier de chef d'entreprise est fait pour vous. Tester, structurer son projet. Donc là, on va s'intéresser un peu à l'étude de marché, au business plan. Donc pour les projets qui sont encore un peu plus avancés. Donc là, c'est vérifier la faisabilité économique de votre projet. On va vous aider à accéder au financement. Et puis ensuite, une fois l'entreprise créée, développer son activité, sa stratégie commerciale, sa stratégie numérique. Donc n'hésitez pas voilà, à voir un peu, à consulter aussi nos sites internet pour voir tout ce qu'on peut vous proposer en termes d'accompagnement et de formation. Donc ça, c'est pour la partie BGE. Et puis aujourd'hui, on est là, je vais vous présenter un peu ce webinaire. On est là dans le cadre de Talent BGE, qui est une initiative qui a été portée par le réseau BGE l'année dernière, qui avait pour but de mettre en lumière les entrepreneurs accompagnés par le réseau, de parler aussi différemment de l'entrepreneuriat, de se dire que voilà, on a vécu des années assez exceptionnelles, enfin assez exceptionnelles dans le sens extraordinaire, quoi, un peu particulières. Mais ça n'a pas touché l'engouement
pour l'entrepreneuriat. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'était que d'entreprendre en 2020 et en 2021? Et voilà, ça donnait cette initiative que que vous pouvez voir sur le site talent.bge.son.fr. C'est voilà, donc Pierre est issu, donc est un de nos ambassadeurs. Et ce webinaire-là, on l'a monté sur la stratégie commerciale en B2B. Et a fortiori, en fait, on va parler beaucoup aussi de démarchage des grandes entreprises. Voilà, alors pourquoi cette thématique-là? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de consultants, voilà, de prestataires de services qui se créent. Ils n'ont pas trop de mal à démarcher des TPE parce que finalement, ils parlent le même langage, ils se connaissent, c'est la même structure. Et on se rend compte que quand ils veulent passer à l'étape supérieure, aller voir des grandes entreprises, voilà, il y a quand même un certain nombre de problématiques qui se créent. Et donc, on a voulu un peu, avec Pierre, vous rassurer, en tout cas, éviter les erreurs. Et voilà, donc tout ce webinaire-là, on va en parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avec Pierre. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Pierre pour qu'il puisse se présenter. Et c'est bon. Pour mon monologue, je peux reprendre ma respiration. À toi, Bonjour, Pierre. Est-ce que bonjour tu peux du Stéphane. coup te présenter et ton parcours aussi également. Vas-y. Ça marche. Bonjour à tous. Je vais déjà vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Donc moi, je m'appelle Pierre Ponchot. J'ai un parcours atypique au niveau professionnel. J'ai eu mon bac en 2007, un bac ES. Dans la foulée, je me suis engagé dans la Marine nationale au sein des unités de fusiliers marins. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans dans la Marine nationale en France et à l'étranger. J'étais à l'époque chef d'équipe au sein de ces unités. Donc ça m'a permis d'acquérir pas mal d'expérience en termes d'adaptation et de management d'équipe. En 2013, je décide, voilà, j'avais fait un peu le tour du monde et j'avais fait un peu le tour de l'activité. Je décide de quitter l'armée et je me retrouve un petit peu par hasard dans la logistique nucléaire. Donc j'ai travaillé sur plusieurs sites nucléaires, dont la centrale de Gravelines. Donc entre 2013 et 2016, j'ai travaillé dans ce métier qui est plutôt axé sur de la manutention manuelle, de la décontamination, donc quelque chose de un métier difficile, un métier qui n'est pas toujours exécuté dans les bonnes conditions, mais voilà, qui m'a permis de voir ce que c'était que le monde de l'entreprise. En 2016, je suis un sportif dans l'âme, hein. Je suis rentré dans l'armée pour ça. Je fais du sport depuis ma toute enfance. En 2016, je décide de passer un FONGECIF CDI qui va durer 1 an pour passer un brevet d'État en fait. Et depuis, voilà, depuis cette époque-là, je suis coach sportif à plein temps. Au niveau de la création d'entreprise, j'ai eu une première expérience de création d'entreprise en 2018 où j'ai tenu en co-gérance une salle de CrossFit sur Dunkerque, hein, CrossFit Little Chips. À l'issue du premier confinement, donc entre le premier et le deuxième confinement, j'ai cédé mes parts, j'ai quitté l'activité et j'ai recréé une entreprise seule, en indépendant, qui est orientée sur plusieurs choses et qui est notamment, ce sera le sujet du jour, orientée vers les entreprises. Donc j'ai un cadre d'intervention qui est surtout le but, la thématique, c'est intégrer le sport dans les entreprises et comment l'intégrer via l'éveil musculaire, via tout ce qui va être séance de sport, journée sécurité, séminaire, voilà. Dès qu'on peut intégrer le sport dans l'entreprise, ça va être mon boulot. Et voilà, ça fait à peu près depuis octobre 2000, donc octobre 2020, hein, j'ai eu la chance de créer une semaine avant le second confinement, donc il a fallu s'adapter également à cette entreprise et voilà, tout se passe bien. Et du coup, alors du coup, coach sportif, enfin là, tu t'es plus dirigé vers le secteur B2B, alors que généralement, tout ce Mm. qui est coach sportif, c'est plutôt du B2C. Comment tu as opéré ce virage? Comment tu t'es dit, voilà, je vais me lancer dans le B2B et je sais qu'il y a un marché? Ouais.
Alors, exactement. La première entreprise, le coach sportif, avant tout, c'est quelqu'un qui intervient uniquement en B2C, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a un acte de vente qui est quasiment immédiat. Donc voilà. Là, le virage vers le B2B, il est plus lié à l'activité en soi. C'est-à-dire que je suis sur un terreau industriel qui est assez porteur, hein. C'est mon secteur géographique également et mon expérience professionnelle qui ont guidé, je veux dire, le service. Et donc voilà, on se retrouve vers une orientation vers le B2B. Alors après, en tant que tel, j'ai dû m'adapter, hein. J'ai aucun cursus commercial. J'ai sûrement commis des erreurs, on le verra peut-être derrière. Mais voilà, ça a été de l'adaptation immédiate à ce nouveau type de service et de clientèle. Est-ce que finalement, tu as eu des doutes aussi au moment d'opérer ce virage-là, de te dire, oh là, je m'éloigne de la cible B2C qui est peut-être un peu plus simple à aller chercher? Alors oui, travailler en B2B, c'est pas évident parce que c'est compliqué. On n'est pas sur les mêmes manières d'acheter ou de réagir. Donc oui, il y a des moments de doute parce que forcément, on le verra, il y a de longs moments de pause ou de patience où on est dans l'attente en fait. On a l'impression de ne pas forcément être au rendez-vous, puis au final, ça dépend pas de nous. Donc oui, il y a des moments de doute, mais on s'y fait, on s'adapte, et c'est surtout ça la clé sur le B2B, je pense. D'accord. Très bien, merci en tout cas pour cette première présentation. Merci. Euh, du coup, sur la première partie, on va parler des cibles. Comment trouver ces cibles? Alors, on a souvent l'image quand on pense à un consultant qui a démarché une grande entreprise ou un indépendant, la personne qui est avec son ordinateur portable, sa mallette, qui est devant une grosse tour, par exemple une grosse tour de la Défense, une grosse entreprise qui vient démarcher. Mm. Ben, on se dit, mais ok, mais à qui je vais parler finalement? Qui est la personne en charge, qui je vais C'est ça. intéresser, et du coup, Mm. comment on identifie les bonnes cibles. Donc, on a parlé de ton territoire. Voilà. En quoi c'est important de bien connaître ton territoire, en fait? Alors, le but, c'est d'avoir quand même un ancrage qui est local. C'est-à-dire qu'on a des grandes entreprises, on sait qu'elles sont implantées sur le territoire, et c'est de maîtriser ce maillage industriel. Et là, pour le coup, c'est mon expérience professionnelle qui m'a permis de m'aider. Et en complément, évidemment, travailler son réseau, d'accord? C'est-à-dire Ouais. de venir avoir un réseau au niveau des chefs d'entreprise, même du perso, hein. Des fois, ça paraît anodin, mais un secteur comme Dunkerque qui mêle énormément de sites industriels, on a toujours une connaissance qui connaît quelqu'un. Ça paraît bête, mais le bouche à oreille marche également, même avec des grandes entreprises. Ouais. Donc, ouais, négligez aucun aspect de votre réseau, perso et pro. Surtout si vous êtes en reconversion, hein, même si vous êtes en reconversion dans des domaines qui sont complètement différents l'un de l'autre. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il y a toujours cette fameuse théorie qui dit qu'on a deux poignées de main de chaque personne. Donc voilà, à force d'en parler, ça peut faire tilt et voilà, on peut Mm. vous rediriger vers les bonnes personnes. Euh, du coup aussi, en fait, qu'est-ce qui fait que tu n'aurais pas pu faire ton métier ailleurs? Alors moi, là, au niveau des coachs sportifs, c'est une question que j'ai de manière récurrente, c'est-à-dire, évidemment, le métier de coach sportif à proprement parler a été mis à mal pendant cette pandémie, et donc j'ai eu beaucoup de collègues, de collaborateurs qui ont, voilà, qui se sont dit, bon, bah, moi aussi, je vais aller travailler dans les entreprises. Mais c'est pas toujours évident. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, il y a l'aspect expérience professionnelle qui m'a orienté vers ce type de cible. Mais ce type de service, je ne l'aurais pas proposé si j'avais habité dans un terreau où il n'y avait absolument rien. D'accord? Ça, c'est Ouais. clair et net. Ça l'a orienté, et c'est vraiment important de le mettre en parallèle parce que si on n'a pas de clients tout simplement cibles sur notre secteur, ça va être très difficile d'aller se faire connaître à l'état de la région ou à l'état national. Donc c'est vraiment important de se dire, OK, je veux aller démarcher des grandes entreprises. Est-ce qu'il y en a déjà, tout simplement? Ouais. Et c'est aussi simple que ça. Parce que ça paraît intéressant, il y a l'appât du gain derrière ces grandes entreprises, mais Mm. derrière, si on n'a pas sur notre territoire, moi, pour le coup, j'ai vraiment la chance d'avoir
une représentation vraiment énorme de tout type de secteur, dans toutes les entreprises. Tout est présent ici sur le Dunkerquois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a des grandes entreprises, il y a souvent aussi des PME, Mmh. des sous-traitants qu'on ne connaît pas forcément, Oui, mais finalement qui pourraient être aussi un bon marché finalement, des bons exactement, clients. Donc ça, c'est exactement. intéressant aussi. On souligne aussi l'importance de faire l'étude de marché. Alors je pense que si, pour ceux qui sont suivis par BGE, on vous a bassiné avec ça, avec tout ce qui est business plan, étude de marché, c'est super important. Ça vous permet, en tout cas, de poser votre offre, de l'analyser, de voir si ça correspond bien au territoire, aux entreprises. Donc voilà, passez du temps sur votre étude de marché, même si vous avez l'impression que ça vous sert pas, que vous avez déjà, des fois il y a des personnes qui se lancent, qui ont déjà des premiers clients, faites quand même Mmh. votre étude de marché. C'est quand même, c'est indispensable pour vous lancer, pour éviter éventuellement des déconvenus. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui vous permet, en plus, en faisant des enquêtes, vous allez pouvoir prendre des contacts aussi et parler de votre idée. Donc voilà, et on a parlé de ton réseau, on a parlé aussi, voilà, par exemple, quand on se lance dans un domaine où on ne connaît personne, ça peut arriver, on a envie de faire quelque chose, on n'a pas forcément le réseau pour. Comment tu lances ta recherche? Qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises par exemple aussi les réseaux sociaux pour pouvoir rechercher les bonnes personnes? On a parlé du réseau, on parle maintenant des réseaux sociaux pro, hein. Par exemple LinkedIn, qui est vraiment un outil que je ne maîtrisais pas, que je n'utilisais pas. Et parce qu'évidemment, sur le B2C, on va être essentiellement sur les réseaux sociaux traditionnels tels que Instagram et Facebook. Sauf que les grandes entreprises, elles ont des comptes de façade, mais c'est pas là-dessus qu'elles vont venir travailler. Donc LinkedIn, c'est important. Il faut être à l'affût de regarder ce qui s'y passe, interagir avec son environnement. C'est un réseau comme un autre et qui est extrêmement riche et bienveillant. Donc du coup, oui, c'est vraiment un outil intéressant. Et même sans démarcher directement, ça nous permet de découvrir des nouvelles entreprises, tout simplement. Moi, ça m'arrive souvent de noter sur mon petit carnet, ah ok, voilà, ça, telle boîte va ouvrir dans peu de temps sur le secteur. Bon, bah, c'est intéressant, c'est un futur potentiel client. Donc voilà, j'utilise vraiment LinkedIn comme un outil de veille et d'interaction avec les clients. Et je réinsiste sur le fait d'utiliser son Hmm. réseau, euh, son réseau d'entreprise aussi, hein. On parle de BGE, mais c'est Ouais, vraiment tout à fait. important, hein. Ouais. Alors, petite astuce hein, pour LinkedIn, vous pouvez rechercher pour ceux qui y sont. Déjà, je vous conseille d'y être et d'avoir une page entreprise, c'est quand même mieux Ouais, pour ouais. pouvoir démarcher. Mm. Pour ceux qui sont, voilà, vous repérez un peu par exemple, toi, Pierre, c'est tout ce qui est responsable qualité de vie au travail, QVT. Ouais, Vous pouvez dans la barre de tâches mettre, par exemple, responsable QVT, et vous allez retrouver donc les profils des personnes qui pourraient être intéressées par vos prestations. Et bon, même si les messages privés sont pas ouverts, une fois que vous avez le nom et le prénom d'une personne, vous pouvez essayer d'aller chercher son adresse mail. ouais. Voilà, après, c'est de connaître la structure de l'adresse mail de l'entreprise, mais il n'y en a pas Mm. 10 000. Donc voilà, soit vous essayez de toutes les possibilités, donc nom, prénom, nom, point, prénom, etc. Ou sinon, vous pouvez essayer, par exemple, de chercher sur les communications des entreprises. Je pense notamment à la communication. Si vous regardez un peu les communiqués de presse, il y a toujours une adresse mail d'une personne responsable de la communication. Donc, vous prenez juste la structure de l'adresse mail, si c'est prénom.nom arrobase teleentreprise.com, et après vous changez et vous pouvez avoir un contact web comme ça, avec une adresse mail, etc. Donc voilà, c'est des Sachant petites que, astuces. sachant que tu as beaucoup d'entreprises qui ont des formulaires déjà de contact Ouais, pour il y le a des formulaires B2B de aussi, contact, ouais. qui peut être intéressant aussi également. Donc voilà, ça, c'est des petites choses qu'il faut connaître. Donc, effectuez aussi une veille sur votre domaine d'activité, comme l'a dit Pierre, hein. Et puis, la presse locale peut être votre ami en cas d'ouverture d'entreprise, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, de mettre des alertes. Donc voilà, effectuez votre veille, c'est important. Donc, s'il y a deux choses à retenir, enfin, plusieurs choses même, pas que Mm. deux choses. Une bonne étude de marché, capitaliser sur votre réseau et aller démarcher sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est vraiment essentiel, en tout cas, pour essayer d'identifier vos cibles. Et ensuite, on va le voir, de pouvoir les convaincre avec une stratégie de démarchage et de prospection efficace. Donc ça va être notre seconde étape. Une fois qu'on les a identifiés, donc comment on démarche? Alors ça, c'est le point, un peu le nerf de la guerre. Comment on arrive à convaincre son interlocuteur que finalement son service est le meilleur et qu'il a forcément besoin de tout votre service. Toi, quelles sont tes astuces un peu, Pierre, là-dessus? Alors déjà, il va falloir vous ancrer une chose, c'est que personne ne vous répondra. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, hein. J'insiste vraiment dessus. Il faut être patient. C'est vraiment important parce qu'on a toujours, nous, dans notre tête, notre service, il est bien établi, c'est le meilleur du monde. Mais l'entreprise qu'on va contacter, bah, elle en a peut-être pas besoin à l'instant T ou elle l'a déjà fait ou voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place et il faudra être patient. Ensuite, le démarchage, il doit être vraiment ciblé. Il faut Ouais. vraiment faire du qualitatif sur ce qu'on fait, d'accord? Autant sur du mailing que sur du. Voilà, il faut s'intéresser à l'entreprise en amont et pas démarcher à tout venant et balancer des mails de prospection. Voilà, déjà, on n'a pas beaucoup de retours sur des mails qualitatifs. Si en plus on fait du mail au tout venant, le problème qui va se passer, c'est que ça va finir dans la corbeille, tout simplement. Et ça passera pas par le bon interlocuteur. Et ça, c'est la Alors, deuxième chose. C'est cibler le bon interlocuteur, le décideur. Et ça, c'est pas qu'est-ce, évident non plus. ouais, justement, qu'est-ce que tu appelles un mail qualitatif? Ouais, Il faut qu'est-ce qui fait le, la différence entre un bon mail et un mauvais mail? Un mauvais mail, c'est un mail qui est évasif sur le. En fait, on sent qu'il y a eu un copier-coller, hein, tout simplement, qu'on Ouais. a copié-collé le mail et qu'on l'a envoyé autant à une entreprise qui fait des sucreries qu'une entreprise qui conçoit des tramways. Donc voilà, le but, c'est d'avoir quand même quelque chose de très ciblé sur l'entreprise en la citant, la mettant en valeur. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut vraiment centrer le débat autour de l'entreprise et ensuite on peut découler notre stratégie. Néanmoins, sur un premier mail d'approche, il ne faut pas être trop conséquent sur ce qu'on va écrire. Il faut déjà écrire un objet, une en-tête de mail qui change Ouais. de l'ordinaire parce qu'encore une fois, il y a de fortes chances qu'ils finissent dans la poubelle et que ça passe pas juste le stade de la secrétaire qui reçoit généralement, hein, quand je parlais des formulaires de contact, ça arrive souvent au secrétariat et ça passe pas cette étape. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que toi, tu peux nous donner un exemple de mail accrocheur qui t'a fait un peu euh, Alors moi, je les ouvrir les change tout portes le de temps. l'entreprise? Je les change tout le temps, mes mails, parce ils me vont jamais. Mais là, par exemple, une en-tête qui a changé dernièrement alors je ressens sur l'activité éveil musculaire. Euh, C'était, en fait, je questionnais l'entreprise et en fait, s'échauffe-t-on chez un tel l'éveil musculaire au service de la compétitivité des entreprises. Voilà, donc en fait, je commençais mon en-tête par une question tout simplement qui vend mon service, mais qui est ciblée sur l'entreprise visée en fait. D'accord. Et du coup, toi, tu estimes à tes retours à 10-15% de réponse ou tu, tu penses que Oui, ouais, c'est quand même un bon taux, hein. Faut, encore une fois, c'est, la prospection, ça peut être un peu frustrant, mais oui, quand, mais voilà, ça peut marcher. Si on se donne pas les moyens, ça ne marche pas forcément. bah, disons que, comme je t'ai parlé, hein, je n'ai pas de cursus et j'insiste bien Mm. parce que j'ai eu pas mal de questions sur le webinaire et les gens me disaient: ah, Pierre, tu vas nous apprendre comment vendre aux grandes entreprises. Non, je vous explique mon retour d'expérience d'une personne qui n'a aucune expérience dans les études sur ce sujet précis. Donc, je fais part de mes erreurs et mes premières erreurs, ce que je vois souvent, euh, c'est de démarcher partout, tout le temps, envoyer des dizaines et des dizaines de mails. Et ça marche pas en fait. Il y aura aucune réponse, quoi. Il faut vraiment se le dire. Mais à contrario, même quand on fait du qualitatif, bah, il faut accepter que bah, on aura très peu de réponses. Mais quand on s'attaque aux grandes entreprises, même une réponse, c'est déjà énorme. On a mis un pied dedans et ça, c'est vraiment ce qui est important. Et justement, là, tu as mis un pied dedans, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Alors, le but après, une fois qu'on a mis un pied dedans, c'est de venir présenter le service tel qu'il est en s'adaptant au mieux. Les grandes entreprises, en tout cas moi par rapport à mon service que je propose, ce que je remarque tout le temps, c'est qu'elles demandent de l'adaptation. Donc de l'adaptation en termes d'horaire, en termes de service, en termes de prestations. Je vends quelque chose d'immatériel, hein. Donc voilà, moi ce que je retiens surtout, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'entreprise, de pas hésiter à dire non si ça ne va pas, si on sort Ouais. du cadre aussi, hein, il faut pas l'oublier, hein. On vend un service, mais si on voit qu'on sort complètement du cadre, eh ben, il faut le recentrer. Mais voilà, c'est surtout ça, de mettre en avant l'adaptation au secteur, s'intéresser au secteur, pas débarquer avec zéro connaissance sur le sujet, hein. Ça, j'insiste aussi. Hmm. Quand on arrive sur des métiers, alors je prends l'exemple toujours de mes monteurs échafaudeurs parce que je travaille beaucoup avec les sociétés d'échafaudage. Si on ne connaît pas un minimum le métier, c'est compliqué de venir s'inscrire dans une démarche de service. Donc voilà, c'est s'intéresser, faire des recherches à minima en amont, et ça est dans la continuité du mailing, hein, de toute façon. D'accord. Donc toi, c'est un mail, un contact, une présentation Mm. entreprise et direct, l'objectif, c'est de faire un devis, un chiffrage, quoi. Le but, c'est de faire un devis. Ça, Ça, c'est ton tunnel, ouais. c'est vraiment le devis. Alors, pareil, hein, derrière, sur le devis, on sait que je parlais des personnes, des décideurs. Sur les grandes entreprises, on va avoir une implantation locale. Et le problème, c'est que les décideurs, ils sont pas en local. Ils sont souvent excentrés. Et ça peut être problématique parce qu'il y a toujours un schéma de hiérarchie où ça va monter, et ça va redescendre et ça va Ouais, prendre on du va en temps. parler. Donc ça, il faut vraiment. On va en parler derrière, donc c'est parfait. Ouais, on va en parler. Et du coup, quel outil tu utilises, toi? Enfin, déjà, première question, est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu te dis, voilà, est-ce qu'un jour, ce jour-là, ou ce moment-là, je me le dédie pour la prospection? Ouais, ouais, pareil, hein, avant, je prospectais tous les jours. Non, je me garde le mardi matin, généralement, pour faire de la prospection et de la relance. Le lundi, ça sert à pas grand-chose parce que on n'aura pas forcément les interlocuteurs seront même pas sur site. Le vendredi, c'est la fin de semaine, c'est compliqué. Donc voilà, je me Hmm. garde le mardi. Peut-être que je changerai. Voilà, je me suis gardé le mardi matin pour faire de la relance. Voilà, ok. Ouais, ça c'est. On avait une entrepreneur aussi qui se disait c'était les mardis de la prospection. Donc pareil, le mardi, je sais pas pourquoi, ça a l'air d'être le bon jour pour, pour prospecter. Donc voilà, vous pouvez aussi ouais, coller une routine, c'est un peu intéressant. Je pense que le faire effectivement chaque jour, je pense que ça fatigue. Oui, Surtout, ça fait plusieurs jours de frustration. Donc, on a oui. l'impression de passer plus de temps finalement et de ne pas avoir de retour. Et je pense que ça peut générer un peu de la frustration. Et du coup, quel outil tu utilises, toi, pour faire ton suivi, pour faire tout ça? Parce Ah, que c'est moi, important le suivi ensuite. oui, oui, moi je suis à l'ancienne sur Excel. Je suis à l'ancienne, j'ai des post-it partout chez moi, j'ai mes tableaux de relance et une bonne mémoire. Ah, ça. Bon, pareil, chacun son outil. Le meilleur outil, c'est celui qui nous correspond. Donc, moi, je suis un peu Exactement. allergique. Je suis un peu allergique à Excel. J'aime pas trop ça. Moi, j'utilise plutôt pour tout ce qui est un peu CRM, annuaire, etc. Donc, il y en a plein. Moi, j'utilise HubSpot. Émilie, je vois qu'elle utilise Pipedrive. Donc, voilà, aidez-vous d'un CRM si c'est si vous n'avez pas forcément une bonne mémoire ou si vous êtes allergique à Excel. Voilà, ce sont des outils qui peuvent vous être utiles pour vous mettre des alertes, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Et puis, voilà, je vous ai mis quelques méthodes, enfin une méthode en tout cas pour les mails, pour essayer de construire un bon mail. Donc, il y a des méthodes qui s'appellent la méthode EDA. Donc, parler de l'attention, donc attirer l'attention, donc ce que fait Pierre avec son accroche de mail, parler de l'intérêt de son produit, de son service, euh, mettre un peu de désir, donc dire que voilà, enfin, pourquoi l'entreprise devrait faire appel à vous. Et ensuite, l'action, donc demander un rendez-vous, proposer un rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a abordées plus spécifiquement dans un webinaire. Donc,
il y a un an tout pile quasiment. Donc n'hésitez pas à le retrouver. Je vous ai mis le lien dans le support. Alors, je lis le message de Marie, en même temps le message de Marie-France. Pour la prospection terrain hôtel, il faut surtout être positif. Si c'est un jour sans, évitez cette activité. Un contact négatif est un contact perdu définitivement. Alors, Ouais. effectivement, oui, j'ai envie de dire oui et non. Forcément, si vous n'êtes pas dans votre assiette et que vous faites pas une bonne impression, une bonne première impression à votre contact, forcément, ça sera dur, ça sera difficile derrière de changer la vapeur. Voilà. Après, s'il y a des contacts qui disent, voilà, finalement, j'aime bien votre produit, mais finalement, en ce moment, on n'en a pas besoin, c'est pas forcément négatif. Voilà, c'est un contact à prendre, à relancer un peu plus tard. Donc voilà, mais effectivement, si vous sentez que c'est pas votre jour, vous êtes dans voilà, vous arrivez, vous avez crevé un pneu sur la route et que voilà, vous êtes voilà, vous apprenez une mauvaise nouvelle, évitez effectivement de démarcher et replacer ça plus tard. Du coup, je reboucle un peu avec les astuces. Donc, intéressez-vous aussi grâce à un contenu qualitatif. Hein. Du quali, on va essayer. C'est comme une lettre de motivation, si vous voulez. Les lettres de motivation copier-coller, bon, ça fait leur temps, mais bon, ça marche pas forcément. Prendre en compte le contexte, c'est-à-dire que là, on est dans un contexte assez difficile. Il y a certaines activités qui sont impactées. Pierre, t'en fais peut-être partie. Voilà, on a des budgets. Vous avez proposé des budgets. Les budgets sont un peu arrêtés. On est un peu dans l'expectative du côté des entreprises. Mm. Donc voilà, prenez en compte le contexte. Si on dit pas maintenant, mais peut-être plus tard, voilà, gardez-le en tête. L'histoire de la routine. Voilà, vous dites aujourd'hui, c'est mon jour de prospection, je vais m'y mettre. Et surtout, fixez-vous des objectifs. Est-ce que toi, tu te fixes des objectifs, Pierre? Tu te dis, voilà, en cette matinée, il faut que j'envoie tant de mails, il faut que j'ai au moins un ou deux rendez-vous. Non, moi, c'est compliqué. Je me fixe surtout des objectifs en termes de devis, Ouais. de faire des devis, parce qu'une fois qu'on a fait un devis, on est quand même bien engagé. Donc voilà, c'est plutôt ça mon objectif. Il faut qu'il y ait une constance de devis. Je me mets un devis par semaine et c'est pas toujours évident ça paraît peu, hein. Pour certains, ça va paraître peu, mais un devis par semaine sur une année, on est déjà à 52 devis. Même si on a 30% de réussite sur ça, c'est déjà l'année est passée et l'année est faite en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, un devis par semaine, c'est vraiment important, sachant évidemment que chaque devis est différent. Mais comme on est toujours à peu près sur les mêmes services, voilà, c'est mon objectif que je me mets, sans me prendre plus la tête, parce que je sais que c'est fluctuant, faut pas stresser. S'il y a vraiment un truc que j'ai appris sur cette année, c'est qu'il faut pas paniquer quand pendant un mois on n'a rien, que personne nous répond. C'est pas grave, parce que du jour au lendemain, on peut avoir les trois réponses sur la même journée. Ça m'est déjà arrivé. Et puis bah voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il faut être patient. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais voilà, faut vraiment, et cette notion d'être positif, c'est vraiment important, parce qu'on aura vite tendance à peut-être vouloir pas abandonner, mais à se poser beaucoup de questions. Se dire, OK, il faut que je change ma stratégie, il faut que je fasse ceci, cela. Voilà, c'est toujours pareil. Je reviens sur le mot adaptation, c'est vraiment important, Mm. c'est s'adapter. Ça serait ça. Attends, tes qualités, c'est adaptation, patience. Oui, je suis pas du tout patient à la base, donc Ouais, ça s'apprend. donc ça s'apprend, et de toute façon on n'a pas le choix sinon Mm. c'est vraiment compliqué psychologiquement d'être dans voilà. Il faut bien se dire une chose, c'est que on est des chefs d'entreprise qui sont toujours dans la réactivité, mais on n'aura pas forcément le même retour. Mm. Donc, on a des gens qui n'ont pas que ça à faire dans la journée face à nous, qui sont pas forcément sur les mêmes schémas horaires que nous. Évidemment, un chef d'entreprise va travailler énormément. Donc voilà. Donc il faut vraiment se dire, je vais venir démarcher des entreprises qui sont pas sur le même fuseau horaire que moi, et donc il faut aussi s'adapter là-dessus. Alors, D'accord. fuseau horaire, je Ouais. parle pas d'aller démarcher des marchés à Hong Kong, mais voilà, je crois que l'image Ouais. est compréhensible. Du coup, on va parler ça fait le lien un peu avec, on a appelé ça les erreurs à éviter, mais en tout cas, c'est la prise en compte aussi du contexte des grandes entreprises.
Voilà, il y a des choses sur lesquelles vous devez être préparé. Donc voilà, on va vous donner un peu le ressenti de Pierre et quelques conseils pour que tout se passe au mieux. Parce qu'on n'est pas forcément, comme tu l'as dit, sur le même fuseau horaire. On n'a pas forcément d'avoir l'impression d'avoir le même temps entre les entreprises. Donc du Mm. coup, si on commence un peu, on a l'impression, quand on s'imagine en tant qu'indépendant tout seul face à une grande entreprise, qu'on a un rapport de force un peu déséquilibré. Est-ce que toi, tu l'as Ouais. déjà ressenti? Comment tu gères ça finalement? Ouais, on le ressent au tout début parce qu'on entre dans un nouvel univers, hein, tout simplement. On va côtoyer des métiers ou des personnes à responsabilité qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, donc on peut se sentir pas dévalorisé, mais voilà, on se sent en position de faiblesse. Et la première erreur qu'on pourrait avoir, c'est de se dire on va baisser notre tarif. J'insiste tout de suite Ouais, dessus parce que ouais, c'est ça c'est vraiment important. important. C'est de se dire bon bah je vais faire un effort financier pour pouvoir comment dire gagner ce contrat. Et pour moi c'est la pire erreur à commettre, hein. C'est-à-dire que il faut pas se dévaloriser parce qu'on est un petit quand on va chercher des grandes entreprises. Ouais, ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, là, des spectateurs, qui ont déjà pensé à cette stratégie. Tout le monde, en fait. Nous, ce qu'on remarque en structure BGE, c'est que les personnes ont plus tendance à baisser leur prix, à vendre moins cher que ce qu'ils devraient, plutôt Mm. qu'à surfacturer. Donc Ouais, voilà, c'est une erreur. C'est important parce qu'ensuite, derrière, pour renverser la vapeur, pour dire, OK, ouais. maintenant j'ai assez d'expérience, j'ai assez de bouteilles, je peux vendre mon service plus cher. Derrière, c'est beaucoup plus difficile de remonter ses prix parce que forcément, ça parle. Entre les entreprises, ça peut se parler. Telle Mm. personne m'a vendu ce service-là à tel prix. Alors pourquoi moi, il me demande plus cher? Enfin, voilà, il y a toute une logique derrière. Donc ça, c'est vraiment commencer à se tirer une balle dans le pied. Euh, voilà, faut être prêt, il faut être sûr de son service. Et de toute façon, en plus, quand une grande entreprise fait un appel à un indépendant, il fait appel à un service, mais il fait aussi appel à une personnalité. Je crois que tu es, Mm. d'accord, Pierre. C'est ce Ouais. qui fait la différence entre deux prestataires. Ça va être la personnalité. Et une entreprise, si vous arrivez et que vous êtes sûr de vous et de votre service, elle va pas, elle va mettre le prix qu'il faut hein, pour Mm. vous avoir. Donc, faut aller aussi contre cette idée que les entreprises choisissent toujours le moins cher. C'est pas forcément vrai. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, soyez sûr de vous, soyez sûr de votre service et évitez évitez de baisser vos prix parce qu'en plus vous risquez de vous faire des ennemis parmi vos confrères parce que ça va Oui. tirer le marché vers le bas. Et à la fin, le risque, c'est de travailler et de pas pouvoir vous payer correctement. Donc ça, c'est évidemment Exactement. De toute ce qu'on façon, veut éviter. c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'une fois qu'on a mis le pied dans cet engrenage, là, c'est vraiment c'est compliqué d'en sortir. C'est compliqué d'en sortir et ça va déterminer tout le reste. C'est-à-dire qu'on va travailler, on va pas se payer correctement, évidemment, parce qu'on aura peut-être gagné des contrats, mais pas au bon prix. Et donc, du coup, derrière, l'entreprise, par contre, elle va nous demander du résultat, du travail. Et c'est quand même compliqué psychologiquement de faire du qualitatif quand on sait on s'est vendu à un prix dérisoire, qui ne correspond pas à notre service. Donc, on a un service, il est de qualité, on le propose au bon prix. Dans tous les cas, je vois dans les commentaires, les grandes entreprises ont des budgets, ils ont des budgets, d'accord. Et si de toute façon ils nous contactent, c'est qu'ils ont déjà l'intention aussi de lancer la manip, puis ils savent à peu près à combien ils vont s'en tirer. Donc voilà, c'est important de ne pas avoir ce réflexe-là de je vous fais un note de vie et ça Mm. marche pas comme ça. Oui, on parlait aussi du coup des budgets d'entreprise rapidement. Dans le démarchage, il y a une situation qui est aussi intéressante, c'est regarder le temps sur votre calendrier, les moments forts où vous savez qu'il y aura peut-être des besoins. Ouais, Je sais pas, par exemple, en fin d'année, on arrive avec souvent des budgets qui n'ont pas été, tous les budgets n'ont pas été utilisés. Donc ouais. forcément, il y a peut-être un petit peu de budget à aller grappiller à droite, à gauche.
Donc, n'hésitez pas aussi à regarder par rapport à vos temps forts, par rapport à un calendrier, vous dire, voilà, là, cette période-là, ça risque d'être intéressant pour telle entreprise. Donc, allez les démarcher aussi en fonction de votre calendrier, de votre ressenti et de ce qu'on vous dit aussi, voilà, par rapport à ces temporalités-là. Du coup, voilà. On a parlé du prix. On parle aussi de quelque chose qui est aussi très intéressant, très important et qui est responsable de pas mal de fermetures de création de fermetures d'entreprises. C'est les retards de paiement. On sait que les grandes entreprises sont pas forcément des bonnes payeuses. En tout cas, elles ont pas mal de retard. Donc, comment tu te prémunis, toi, de ce genre de phénomène? Alors déjà, il faut facturer en temps et en heure. Ça paraît évident, mais facturer une entreprise, il faut le faire dès que la prestation est terminée. Il ne faut pas laisser de temps de latence parce que là, on va vraiment déjà se rajouter du délai au délai. Bien d'identifier le délai de paiement en amont avec l'acheteur, c'est-à-dire que ça paraît bizarre, mais oui, faut savoir réellement, on va avoir des entreprises qui payent 30, 45 jours, 60 jours, 90 jours. Donc ça, il faut l'anticiper hein. Sur les cotisations sociales, si on a un délai de paiement à 90 jours, ça peut vraiment être important. Ne pas hésiter à tout de suite bien cerner le service payeur, c'est-à-dire que souvent ce sont des services qui sont pas en local dans tous les cas, donc ça il faut avoir un contact aussi là-bas et ne pas hésiter à relancer parce que souvent ça arrive que la facture elle est en stand-by ou elle n'a pas été validée une énième signature, donc elle est Ouais. bloquée tout simplement. Ça va être les congés, il n'y a personne pour signer, donc voilà. C'est dommage de se mettre dans des situations financières compliquées quand on va avoir des factures qui vont commencer à s'accumuler et qui ne sont pas payées. Donc ça, il faut l'anticiper. Et voilà, il faut bien se dire qu'entre le moment où on va avoir le premier des mailings et le moment où on va être payé, il peut se passer un an. Hein. Donc c'est à prendre en compte également. Ouais. Ouais, ouais, prenez. Donc ça se prévoit notamment dans les besoins en fonds de roulement. Voilà, Ouais. ça peut être calculé. Donc voilà, vous pouvez voir avec votre conseiller BGE ou votre conseiller qui vous suit comment les calculer justement. Donc toi, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est un peu plus simple puisque t'as pas de cette prestation de service, donc t'as pas d'achat de matériel Ouais, finalement, même si bon. exactement, c'est très simple. Ouais. C'est beaucoup plus simple pour moi, tout à fait. Donc, mais pour celles ou ceux qui ont, voilà, qui ont des achats, je pense notamment à ceux dans le bâtiment ou des choses comme ça, qui font des achats pour les entrepreneurs, pour leurs clients, pardon. Voilà, donc c'est des choses voilà, qui se calculent, voilà, il faut se prémunir. On peut demander aussi des acomptes. Alors toi, je sais que c'est pas forcément ton cas, Pierre. Non, j'en Euh, demande pas, mais je sais que c'est pareil, hein, je suis dans de la prestation de service, donc j'ai pas d'intérêt à demander d'acompte. Est-ce que je vais faire évoluer ma position là-dessus? Peut-être. On le voit qu'avec le Covid, des fois on a des prestations qui sont reportées. Donc quand c'est mis bout à bout, là en décembre, j'ai eu beaucoup de prestats de reportés. Donc du coup, ça fait quand même un chiffre d'affaires en moins. C'est à prendre en compte. À l'heure actuelle, j'en demande pas, mais c'est indéniable pour les personnes qui vont avoir des frais derrière. Il faut demander des acomptes. Ça, je pense que c'est important. ouais. Maintenant, derrière les acomptes, voilà, ça fait des paperasses en plus, ça fait des factures sur factures. Voilà, c'est vraiment à prendre en compte en fonction du service et de ce qu'on propose et de comment on le gère. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un comptable, est-ce qu'on n'a pas de comptable, est-ce que c'est nous qui relançons continuellement. Voilà, ça dépend aussi de notre organisation. Si on n'est pas organisé sur ce type de choses, ça peut vite devenir compliqué. D'accord. Et je tenais juste à dire un truc Ouais, dis-moi. sur le délai de paiement. Les collectivités, alors bon, ça sera toujours du ressenti personnel, mais les collectivités ont souvent des mauvaises presses. C'est-à-dire qu'on va toujours dire, tu travailles avec une collectivité, tu n'es pas prêt d'être payé. Et ben, mon expérience personnelle fait que ce sont les collectivités qui payent le plus rapidement. Donc voilà, des fois, on peut avoir des a priori sur certaines choses et finalement ce qui ne se vérifie pas forcément sur le terrain. Donc voilà. Voilà.
Donc là, on va faire rapidement parce qu'on a un petit peu de retard si on veut répondre aux questions des spectateurs. Ouais. Donc, fidéliser sa clientèle. Une fois, voilà, tu as fait ta première prestation, ça se passe bien. Voilà, comment tu fais pour, pour fidéliser ensuite et leur proposer des nouveaux services voilà, après cette première prestation. Alors moi déjà dans ma prestation, j'inclus déjà le fait de revenir sur site. D'accord? Donc là, c'est vraiment lié à mon activité. Le but, c'est de s'ancrer sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment important, revenir sur site. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est de garder le contact, tout simplement. Alors, ça peut être un mail de contact, savoir comment se passe l'activité. Voilà, c'est de garder le contact avec le service régulièrement, voilà, de prendre des nouvelles, tout simplement. Et de planifier sur l'année des retours sur site, tout simplement. Ouais. Ça va te permettre de fidéliser la clientèle, de les habituer à nous voir sur site. Et ça, c'est vraiment important. Et de communiquer aussi derrière, de ne pas hésiter à Mm. communiquer sur les actions qui sont menées dans les entreprises de manière voilà, à faire parler un petit peu. Ouais, donc de créer une sorte de présence à l'esprit, de faire quasiment partie de l'entreprise finalement, hein. Oui, Enfin, avec c'est, c'est- un. ça, ça, c'est vraiment c'est un intervenant extérieur, mais qui est dans l'entreprise. Ça paraît bête, mais connaître les noms des gens chez qui on va, c'est toujours important de. Nous, on le Ouais. fait beaucoup dans le coaching, c'est d'apprendre continuellement quand on a des schémas de groupe, d'apprendre de savoir les prénoms de tous nos adhérents, de le retranscrire dans l'entreprise et voilà, de savoir exactement comment ça se passe et de se familiariser avec l'entreprise et d'y entrer complètement. Ouais. Et du coup, on parlait aussi juste avant de la périodicité, on peut parler des marronniers. Pour reprendre contact, prenez des petits prétextes pour reprendre contact et dire oh, regardez, je suis encore là. Si vous avez besoin de moi, par exemple, les vœux, ça peut être une bonne occasion, soit de se présenter, soit de reprendre contact. Euh, donc, n'hésitez pas à saisir ces opportunités-là pour renouveler le contact et faire de la présence à l'esprit. Comme ça, même si ça marche pas directement, si jamais il y a un besoin, quelque chose comme ça, bah, la personne, le décideur, va avoir en tête, voilà, ah bah, telle personne m'a envoyé ses vœux, bah tiens, je vais reprendre dans mes mails ses contacts. Et puis, on ne sait jamais, ça peut marcher comme ça. Donc, n'hésitez pas à saisir ces opportunités-là pour démarcher et pour renouveler les contacts que vous avez précédemment obtenus. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la partie commerciale, B2B et notamment sur les grandes entreprises. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, on va y répondre. Alors, on parlait des CRM, du coup, c'est répondu. Euh, quelle marge, alors là, j'ai une question de Quentin. Quelle marge la distribution spécialisée demande? Alors ça, c'est très, je pourrais pas vous répondre. C'est très spécifique. Ça va. Vous pouvez regarder, je crois que sur l'INSEE, il calcule les marges des entreprises. Après, je sais pas si c'est vraiment spécialisé euh, dans ces entreprises-là, mais vous pouvez essayer de vous regarder du côté des syndicats de la grande distribution. Peut-être que vous pourrez trouver ces réponses-là. J'entends toujours parler des entreprises qui margent à 30%, donc je sais pas, mais c'est un peu peut-être une légende, une rumeur, je sais pas, je pourrais pas vous dire là-dessus. Il faudrait vraiment vous, vous diriger vers des acteurs un peu plus spécifiques tels que les syndicats ou tels que l'INSEE qui fait des études sur les marges des entreprises. Donc oui, après la question de Yann, alors, as-tu besoin de certification pour valoriser ta formation d'entreprise? Effectivement, on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu peux parler de ta certification, Pierre? Alors moi, La- je suis donc là, c'est vraiment lié à l'activité en soi, hein. C'est-à-dire que j'ai un cursus de coach sportif, donc un brevet d'État avec une carte professionnelle. Et en complémentaire, j'ai une carte pro aussi de formateur en prévention des risques, hein, les formateurs PRAP. Donc ça, c'est un truc que j'ai complété depuis un an pour pouvoir avoir ce double cursus, autant dans l'aspect sportif que autant dans l'aspect prévention. Donc ça, c'est D'accord. vraiment typique à mon activité, mais le but, c'était vraiment si je veux travailler en entreprise, il faut aller chercher d'autres certifications, quoi.
Ouais. Ouais, regardez, ça c'est intéressant comme question parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui demandent par exemple des certifications ISO, etc., qui sont obligés de Ouais, travailler avec des prestataires qui sont certifiés ISO, ouais. ISO 9001, etc. Donc, regardez, c'est intéressant ça. Regardez, hein, faites de la veille là-dessus et regardez si vous avez besoin de passer des certifications ou pas. Toi, tu avais la certification MAS, non? Non, non, par contre, je suis en contact avec le MAS, justement. D'accord. Et d'ailleurs, je devrais intervenir prochainement dans le cadre d'un webinaire chez eux. Mais voilà, mais c'est important de bien avoir les bonnes certifications par corps de métier pour pas se planter, quoi. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, c'est assez important. Doit Doit-on, selon vous, bien connaître la société financière des entreprises avant de démarcher, passer par Compass, société.com, etc., avant d'aborder la prospection? Alors, j'ai envie de dire oui. Oui, c'est intéressant de regarder, mais les infos sont pas forcément accessibles. Alors, je ne sais pas toi comment tu fais, Pierre. Est-ce que tu utilises ces sites-là? Ça m'arrive. Maintenant, c'est pas toujours mis. C'est Ouais. complexe en fait de se dire, ok, la santé déjà c'est souvent du chiffre d'affaires, donc c'est pas, il n'y a pas toutes les informations, donc c'est Hmm. complexe. Et ça veut, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir une très grande entreprise qui réalise des bénéfices énormes, mais en fin de bout de chaîne, on est sur le service Intel qui a pas de fond. Donc en fait, ça peut être vachement. Je le regarde quand même. Il faut Ouais. pas se leurrer, hein, il faut regarder, hein, mais faut pas se figer à ça. Des fois, on peut avoir des bonnes surprises. D'accord. Très bien. Donc, oui, allez-y. Sinon, vous pouvez regarder les rapports d'activité des entreprises qui font état de leur budget, de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, etc. Après, c'est vrai que bon, c'est pas, ça va dépendre des services. Après, rien ne Mm. remplacera euh, la parole d'un employé, par exemple. Donc, si vous avez Non, non, l'occasion mais d'aller à côté, d'aller gratter des informations par un salarié, à mon avis, ça vaut 1000, 1000 rapports d'activité ou absolument, 1000 absolument. recherches sur Internet. Ça donne bien la température de l'entreprise et de savoir dans quelle. On parle sur, moi, je parle sur la QVT, hein, c'est important de Mm. savoir dans quelle dynamique ils sont. S'ils sont dans une bonne dynamique, ce sera plutôt positif. Donc voilà, il faut pas s'arrêter juste à des chiffres simples. Alors, question de Sandrine, comment rédiger un CGV, donc c'est conditions générales de vente. Alors ça, ça mériterait peut-être un webinaire de 1 heure et demie. Ouais. Je pense qu'il y a des formations pour ça, Sandrine, si vous regardez un peu du côté de la structure BGE, la plus proche de chez vous. Voilà, c'est un document qui est obligatoire quand on fait de la vente. Donc c'est vraiment, c'est très structuré juridiquement. Euh, donc voilà, je pense que ça mériterait une formation, voire. Donc redirigez-vous vers la structure BGE si vous voulez justement apprendre ces techniques-là. Enfin, donc, et pour pas vous tromper, parce que ça peut vous engager. Donc voilà, je préfère, je préfère pas vous répondre en 5 minutes, parce que là, ça sera assez dur. Donc, Fadma qui demande, que pensez-vous de la prospection téléphonique en B2B? euh, Alors, si vous avez le numéro de téléphone, c'est bien. Généralement, c'est plus facile d'avoir un mail. Après, je sais que généralement, par téléphone, il y en a qui vont penser que c'est intrusif, il y en a qui vont vous prendre par téléphone, puis il y en a qui vont vous dire, bah, écoutez, envoyez-moi un mail. Donc, bon, de ton expérience, toi, Pierre, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors le but, c'est d'avoir un échange téléphonique, mais de la prospecter. Alors je sais que j'ai des confrères qui le font, qui le vont en frontal là-dessus. Moi, je suis pas à l'aise avec ce type de prospection. C'est-à-dire que même si voilà, j'ai pas de problème à parler à l'oral ou quoi que ce soit, mais sur vraiment ce type de Hmm. prospection au téléphone, d'attaquer frontalement une entreprise, je me sens pas à l'aise et donc du coup je le fais pas. S'il y a des gens qui sont à l'aise, pourquoi pas, à tester, sachant que le but dans tous les cas, ça reste quand même d'avoir un échange téléphonique avec la bonne Ouais. personne. Mais bon, faut pas se leurrer encore une fois. C'est très rare d'avoir le bon contact téléphonique, ou alors déjà il faut avoir fait un bon travail en amont. Et souvent, on va tout simplement tomber sur le service, sur pas le bon service, le secrétariat,
qui, voilà, pour le passé, c'est déjà complexe. Donc voilà, moi Ouais. je suis pas un fan de cette méthode. Maintenant, ça dépend les cursus des gens. Si les gens sont à l'aise, il faut pas Ouais, c'est une hésiter. question de feeling. Mm. Euh, alors, la question de Nicolas, est-il possible de redonner le nom de la certification pour la prévention des risques pro? Ouais, tu en avais parlé. Alors moi, c'est vraiment très particulier à l'activité physique en entreprise. L'intitulé exact, c'est une formation de formateur, d'acteur en prévention des risques liés à l'activité physique. D'accord? Donc c'est formateur d'acteur PRAP. On trouve assez facilement dans les centres de formation. C'est une formation sur un mois où on voit comment, en plus de l'activité physique, comment gérer une formation. D'accord, très bien. Bah, écoutez, alors je regarde un peu dans le chat si jamais. Euh, alors, bah, écoutez, je pense que c'est bon. On a essayé de répondre à toutes vos questions. Donc, merci Pierre. Et puis, merci à vous, les spectateurs. En tout cas, pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce webinaire-là. Sachez que voilà, Talent BGE, ça continue en webinaire. C'est toute une série de webinaires. Donc, Pierre l'a inauguré. C'était le premier. Prochainement, ça sera des webinaires un peu plus thématiques, notamment sur le commerce de proximité. Donc, ça sera sur le même format. Et donc, le commerce de proximité et entreprendre dans le tourisme. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, retrouver tous les portraits des entrepreneurs donc, de l'initiative Talent BGE ainsi que la web série sur le site. Ça vous permettra aussi de vous inspirer, de prendre connaissance de tout ce qui se fait et surtout de ce qu'être un entrepreneur en 2021. Et puis, peut-être cette année, en 2022. Donc voilà, merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.